Yann Dumas. Vous êtes de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour la région Val-de-Loire. Peut-être Oui, un enseignement bonjour à avec tous. ce qui a été dit précédemment. Vous allez intervenir en effet sur cette question de biodiversité qui, me semble-t-il, intéresse beaucoup différents auditeurs de cette matinée. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter l'état des connaissances sur le lien entre biodiversité et peuplier, sachant que nous ne connaissons pas tout dans ce domaine, bien évidemment, des recherches sont encore nécessaires. Alors, je suis phytoécologue et bryologue, donc des illustrations seront plutôt portées sur ce thème-là, mais cela n'empêche que le discours est valable pour d'autres cortèges, bien évidemment. Bryologue, tout le monde sait ce que c'est? Alors, bryologue, c'est la spécialité qui étudie les bryophytes, donc mousse et hépatiques. Pour commencer, je vais faire un point sur le fait simplement de boiser, en dehors du fait que nous trouvons dans le cas particulier du peuplier en ce qui nous concerne ce matin, mais plus généralement, donc, le boisement va avoir une influence sur la biodiversité régionale. On peut s'attendre à ce que ce soit positif pour la biodiversité forestière, puisqu'on va, par le biais du boisement, augmenter cette surface forestière dans le secteur concerné. Mais il ne faut pas oublier que, en termes de biodiversité globale, on va potentiellement pouvoir nuire à d'autres cortèges qui sont spécifiques d'autres milieux que celui de la forêt. Alors, si je prends des exemples un peu caricaturaux, en boisant sur des landes humides, des prairies naturelles ou des marécages, on risque d'impacter des espèces à haute valeur patrimoniale, puisqu'elles sont spécifiques de ces milieux, et si on supprime ce milieu, eh bien, on va supprimer une partie au moins de ces espèces par la même occasion. Elles seront remplacées par contre par des espèces forestières, qui elles aussi peuvent avoir un intérêt patrimonial pour certaines, mais qui seront potentiellement de valeur patrimoniale intermédiaire, et donc on va probablement baisser en termes de valeur patrimoniale pour par le fait de boiser. Si au contraire on boisait sur des zones urbaines, des friches urbaines, on peut imaginer, ou des parcelles d'agriculture intensive, on va supprimer des espèces rudérales ou cosmopolites qui apprécient ces milieux-là. Elles ont une faible valeur patrimoniale puisqu'elles sont très répandues à l'échelle du territoire, voire au niveau de la planète entière. Et donc, on va les remplacer par des espèces à valeur patrimoniale intermédiaire, comme j'ai déjà dit, avec des espèces forestières. Et là, on va plutôt être gagnant en termes de biodiversité. Alors, le lien qui existe entre la surface d'un écosystème et le nombre d'espèces, il a cette forme-là, que l'on voit sur le graphique, la courbe en bleu. C'est un modèle logarithmique. Et donc, c'est intéressant d'en parler parce que, en fait, l'impact de ce boisement avec les peupliers dans une région considérée va être un petit peu lié aux aspects historiques. C'est-à-dire, si dans cette région, on a très peu de peupliers, on se situe donc à gauche de la courbe, et que l'on plante 10 unités de surface, eh bien, on va avoir un effet fort et positif sur le nombre d'espèces de cette région associées aux peupliers, puisque on apporte une surface qui était quasi nulle, et donc on va permettre à ces espèces d'apparaître dans le paysage. À l'inverse, à l'opposé de la courbe, si on se situe dans une région B où le peuplier est déjà très présent, eh bien on va de la même manière avoir un effet positif, puisqu'on va aléatoirement apporter quelques espèces supplémentaires, mais peu pour une même surface de boisement. Alors, lorsqu'on plante avec une essence dans un territoire donné, on va non seulement apporter une essence, mais ses caractéristiques physico-chimiques et biologiques par la même occasion. Donc, si je prends pour exemple un lichen qui va s'installer sur l'écorce,
eh bien, si je plante des espèces dont l'écorce s'exfolie facilement, comme le peuplier ou le pin, ce ne sera pas très favorable pour cette espèce, puisque en s'exfoliant, l'écorce va arracher les petites colonies qui se seront installées, et donc, malgré l'âge de l'arbre, ces populations ne vont pas pouvoir se développer. À l'inverse, sur une écorce plus durable, comme celle du hêtre ou du chêne, ce sera possible. En termes de microclimat également, nous avons des différences entre espèces. Dans le cas du peuplier, c'est un peu comme sur cette image. Nous avons des houppiers un peu poreux qui vont permettre à des espèces héliophiles de s'installer en sous-bois, puisqu'elles auront suffisamment de lumière. Mais si l'on plante du hêtre, par exemple, eh bien, à l'inverse, le couvert sera très sombre et des espèces vont disparaître davantage. Même au sein des peupliers, nous pouvons cerner différents cortèges qui sont spécifiques de différents peupliers, de différentes espèces. Nous avons vu dans l'introduction de Éric Payassa que nous avons différents cortèges possibles. Donc, dans le cas d'un boisement pratiqué classiquement, nous avons un mélange d'hybrides. On peut s'attendre à ce que, même si ce n'est pas encore étudié à ma connaissance pour l'instant, nous pouvons s'attendre à avoir des légères différences entre cultivars pour ce qui concerne la biodiversité accueillie au sein de ces peupleraies. Des nuances sont avec toutefois un cœur commun d'espèces à allouer à ce type d'habitat. Dans le cas du peuplier tremble, eh bien, nous allons avoir des milieux plus acides et plus sombres du fait de la présence d'autres feuillus en mélange, et donc des espèces probablement différentes également. Et puis, dans le cas des espèces autochtones de ripisylve, eh bien là, nous allons avoir des habitats plus influencés par la présence du fleuve, avec des phases sèches et des phases engorgées, enfin des inondations, et donc la possibilité d'avoir des espèces très rares spécifiques de ces milieux. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la diversité associée à des essences, un fait important, c'est la distribution naturelle des espèces. Donc, si on prend pour exemple une espèce à large amplitude écologique telle que le chêne, et qui se répand sur une aire de distribution très large en Europe, eh bien, on aura capacité pour cette essence d'être associée à un large panel d'espèces. Vous voyez que pour la France, c'est aussi valable. Mis à part le sud-est et le sud-ouest de la France, l'espèce colonise l'ensemble du territoire. Pour ce qui est du peuplier noir, à première vue, l'aire de distribution de l'espèce est encore plus vaste. Donc, on peut s'attendre à une richesse extrêmement élevée, mais en réalité, ces espèces-là, comme on l'a déjà dit précédemment, se situent le long des fleuves, et donc le panel de stations concernées est beaucoup plus réduit que dans le cas du chêne. Pour le peuplier noir en vallée de la Loire, ça ne représente que 4000 hectares, et donc potentiellement beaucoup moins d'espèces associées au peuplier noir. Pour d'autres espèces, c'est encore pire, parce que même à commencer par l'aire de distribution, elle est très faible, et en plus, le type de station colonisée est aussi réduit. Alors, pour ce qui concerne le peuplier, les Anglais ont réalisé des études pour calculer à partir de bases de données naturalistes le nombre d'espèces associées à cette essence, aux essences naturelles dans ce pays. Et donc le peuplier ressort de façon intéressante sur la courbe, plutôt plus riche que la moyenne des essences. Et donc, c'est une espèce qui peut être associée à une diversité en insectes donc assez élevée.
Le deuxième point important pour juger de le potentiel d'une espèce à être colonisée avec une diversité associée importante, eh bien, c'est la durée de coévolution. Dans le cas de notre peuplier noir, il est probablement présent sur le territoire national depuis au moins 10 000 ans, peut-être 13 000, après la glaciation. Et donc, il a eu le temps de s'associer à une diversité très élevée. Vous voyez que par rapport à des espèces introduites récemment par l'homme, cette durée est extrêmement plus importante. Dans le cas du peuplier hybride qui est utilisé en plantation, la durée de création de l'hybride est beaucoup plus courte par contre. Mais le lien de parenté avec les espèces sauvages du peuplier européen fait que la diversité des peupliers sauvages peut assez facilement se transférer au peuplier hybride. Et donc, on peut considérer que la diversité associée, enfin le temps de coévolution théorique de ces peupliers est quelque chose d'intermédiaire entre des espèces introduites très récemment et nos peupliers sauvages. Malgré tout, donc, lorsque les Anglais ont comparé la richesse en espèces d'insectes selon ce temps de résidence, eh bien, le peuplier apparaît nettement moins riche que les chênes. C'est assez logique, on l'a vu, du fait de l'étroitesse des stations colonisables et donc, dès le départ, un cortège potentiellement plus faible. Il reste toutefois beaucoup plus élevé que celui des espèces exotiques, comme on l'a déjà vu. Alors, si on réalise le même type d'analyse dans mon domaine d'activité qu'est la bryologie, on s'aperçoit également qu'en région Centre-Val de Loire, le peuplier noir est assez bien pourvu en richesse d'espèces. Il se situe en dessus de la courbe moyenne des espèces de la région. Donc, c'est une espèce relativement riche. Toutes les informations que je viens de donner ont trait à des bases de données naturalistes, donc elles sont construites de façon empirique sans avoir de recul sur, par exemple, les stations colonisées par chacune des essences. Donc, pour réaliser des comparaisons beaucoup plus fiables, on doit se fier à des études élaborées spécifiquement. Donc, c'était le cas de Biomaro 2, une recherche que nous avons menée dans le Val-de-Loire ces dernières années pour comparer la richesse entre Érable negundo, une espèce invasive fréquente dans les forêts alluviales, et le peuplier noir, donc dans le même milieu, des arbres voisins à chaque fois. Donc, nous avons mis en évidence que l'érable negundo était moins riche que le peuplier noir, que ce soit à l'échelle de l'arbre, comme sur le premier graphique à gauche, où la valeur moyenne est inférieure pour l'érable negundo, ou que ce soit à l'échelle de la population, en cumulant l'information tout au long de l'étude sur chacun des arbres. Nous avons, grâce à ce type d'étude, possibilité de modéliser les effets donc, liés à la biodiversité. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous avons mis en évidence que la richesse en espèces a été liée à la grosseur de l'arbre. Vous le savez, c'est assez généralisé dans ce type d'étude. Mais c'est bien lié à l'essence, et c'est ce que nous voulions savoir, et aux précipitations annuelles du site concerné. Et donc là, ce sont des variables environnementales qui agissent en plus. Monsieur Dumas, il vous reste 5 minutes. Très bien. Donc, lorsqu'on ne bénéficie pas de données régionales, naturalistes ou scientifiques sur une région, une autre possibilité détournée consiste à recueillir l'information à l'échelle des bases de données internationales ou des articles scientifiques. C'est ce que nous avons commencé à faire pour l'érable negundo et que nous allons poursuivre pour les peupliers de culture dans le cadre du projet Plantaclim qui vient d'être autorisé par la région Centre-Val de Loire. Et donc, si je prends pour exemple Niolmelia obtusifolia, une mousse qui a été découverte sur bois mort de peuplier au Canada ou tronc de peuplier en Finlande, nous pouvons vérifier qu'elle est bien présente en région Centre-Val de Loire ou en région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui vous concerne. Et donc, elle est potentiellement associée au peuplier dans ces régions.
en totalisant l'information disponible sur ces aspects-là, donc 4000 mentions pour l'instant dans notre base de données. On s'aperçoit que tout groupe confondu, donc on a 1100 espèces associées aux peupliers en France, dont 751 en région Centre-Val de Loire. Comparé à l'Hermnegundo, c'est beaucoup plus. Et si l'on ventile ce chiffre de 751 espèces en fonction des différentes espèces de peupliers, on s'aperçoit que il en reste tout de même 569 pour les peupliers de culture dans leur ensemble. Alors, si on se réfère aux études réalisées par mes collègues de l'INRA et précédemment, pour ce qui concerne donc le lien entre biodiversité et peuplier, on peut ventiler les résultats suivants. Donc, l'augmentation de l'âge des peupliers a un impact négatif sur la richesse en plantes vasculaires. Ça, c'est ce qu'on retrouve pour la plupart des essences forestières. Que l'augmentation de l'âge du peuplier a un effet par contre positif sur la richesse en espèces forestières de plantes vasculaires, de carabes et d'oiseaux. Que l'augmentation de la densité de peuplier n'a pas d'effet sur la richesse en plantes vasculaires. Que l'entretien du sous-étage mécanique et chimique n'a pas d'effet sur la composition de la communauté de plantes des peupleraies adultes, donc à long terme, mais qu'elle en a un positif sur les espèces annuelles et bisannuelles. C'est logique puisque la perturbation de l'entretien permet à ces plantes de s'implanter temporairement, puis de disparaître rapidement par la suite. Le type de clone n'a pas d'effet sur la composition des communautés de plantes. Pour l'instant, dans ce qui a été étudié, cela n'a pas été mis en évidence. Le peuplier dominant dans le paysage forestier a un effet négatif sur la densité d'oiseaux de vieux arbres, liés aux vieux arbres. Le peuplier dominant dans le paysage agricole a un effet positif sur la richesse en oiseaux et en plantes de mégaphorbiers. Il a eu un effet positif également sur la densité d'oiseaux et sur la richesse en plantes forestières et de forêts anciennes. Par contre, le développement d'un sous-étage ligneux a un effet négatif sur la richesse en plantes de prairies et de mégaphorbiers. Voilà quelques références pour terminer qui ont été utilisées dans le diaporama. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et merci à vous, Yann Dumas, pour votre intervention, avec quelques questions qui vous sont posées. Constance Potière, peut-être les diffuser auprès de M. Dumas, d'apporter des précisions. Donc déjà, une première question sur l'alternance couvert mise en lumière au moment de l'exploitation. Est-ce que cette mise en lumière a un impact sur la biodiversité? Est-ce que c'est plutôt un impact favorable ou défavorable? Vous avez bien entendu, M. Dumas? Non, pas tellement bien. Pardon, je répète ma question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, oui. Oui, c'est mieux. Est-ce que l'alternance du couvert et de la mise en lumière au moment de l'exploitation a un impact sur la biodiversité? Et si oui, est-ce que c'est plutôt un impact favorable ou défavorable? Oui, alors bien sûr, que ce soit pour le peuplier ou pour d'autres essences, l'exploitation a un fort impact sur la biodiversité végétale. Dans un premier temps, elle augmente beaucoup suite à cette exploitation, puisque la lumière permet à davantage d'espèces de plantes de s'implanter. Puis, la concurrence entre plantes, entre espèces végétales va jouer un rôle négatif pour les plus fragiles d'entre elles, et donc la diversité va rechuter rapidement, puis ensuite décroître progressivement jusque à la maturité du peuplement, et avec des alternances liées aux éclaircies. Alors cette diversité en plantes va entraîner une diversité en cascade, puisque c'est le premier maillon de la chaîne trophique sur d'autres espèces animales. Mais il faut étudier chaque espèce en fait pour avoir
une réponse précise quant à l'impact de l'exploitation. Ce n'est pas évident d'en faire des règles générales comme ça, même au sein des plantes. Donc, au départ, les espèces annuelles ou plutôt rudérales vont être favorisées. Et puis ensuite, elles vont disparaître et laisser la place à des espèces plus pérennes. Donc, même au sein d'une même communauté, selon l'espèce considérée, l'impact est variable. Constance? Et je rajoute un petit point à cette même question et l'impact du travail du sol sur cette strate herbacée. Oui, alors l'impact du travail du sol, a priori, n'empêche pas, d'après mes collègues qui ont étudié la question, la réimplantation d'espèces rares dans les peupleraies. Par contre, temporairement, oui, il va favoriser les espèces rudérales qui sont probablement d'un moindre intérêt du fait de leur grande dispersion sur le territoire, leur fréquence. Et donc, on va avoir, on va favoriser par le travail du sol l'implantation de ces espèces, souvent d'origine agricole, puis leur disparition par la suite, lorsque la flore plus typique des forêts va s'implanter. Et ça rejoint ce que disait en effet Eric Payassa dans sa première intervention. Merci à vous, Yann Dumas.